Nous allons continuer cette journée de présentation avec une session qui va être consacrée aux résistances bactériennes que j'ai l'honneur et le plaisir de présenter et de modérer avec le professeur Adnan Amami de Sfax. Tout de suite, nous allons pouvoir écouter une communication préenregistrée du docteur Thierry Nas qui travaille au Centre national de référence de la résistance aux antibiotiques à Paris. Et tout de suite, on va pouvoir déclencher cette présentation avec des questions-réponses au terme de la présentation. Merci. Tout d'abord, je voudrais remercier le comité d'organisation de m'avoir invité à venir vous parler des nouveaux outils diagnostiques de la résistance aux antibiotiques. Je viens toujours avec grand plaisir au congrès tunisien. Malheureusement, cette année, ce sera un congrès in silico. Tant pis, mais on sait que d'autres congrès vont certainement arriver et qui vont pouvoir se dérouler de nouveau dans des conditions normales. Voilà mes conflits d'intérêts. Donc, l'antibiorésistance est un problème de santé publique. Il y a de nombreux rapports maintenant qui décrivent ce problème. Il y en a deux qui sont très importants pour moi. Le premier, c'est celui de Jim O'Neill, qui pour la première fois a estimé le coût en termes d'humains et d'argent de cette antibiorésistance. Et surtout, il a fait une projection en 2050 où il a montré que si rien n'était fait, les maladies infectieuses, et notamment les bactéries multirésistantes, devenaient de nouveau la première cause de mortalité, avec plus de 10 millions de vies perdues par an par rapport au cancer qui serait nettement moins inférieur. Et puis le deuxième, c'est un rapport européen où pour la première fois, on a compté le nombre de décès liés à l'antibiorésistance, et c'est 33 000 décès par an en Europe, avec 40% qui sont liés à la résistance au carbapénème, qui est vraiment un grand fléau. Alors vous l'aurez compris, à nous maintenant de faire que ce scénario de 2050 ne se produise pas. Et dans le rapport O'Neill, il préconisait un certain nombre de mesures. La mesure la plus importante, dans un premier temps, c'est d'identifier les bactéries multirésistantes, notamment au niveau des infections, pour pouvoir initier un traitement adéquat rapidement, et puis au niveau du portage, pour éviter la dissémination dans les hôpitaux. Et puis, évidemment, c'est limiter l'utilisation des antibiotiques, éventuellement tester des combinaisons d'antibiotiques, trouver des alternatives aux antibiotiques et évidemment de nouveaux antibiotiques. Mais là encore, pour ces deux points, nous avons besoin d'identifier les mécanismes de résistance et plus on les identifie rapidement, meilleure sera la prise en charge thérapeutique derrière. Et évidemment, à long terme, il faut qu'on comprenne également comment ces bactéries multirésistantes émergent et disséminent dans la communauté, dans l'environnement et dans la société. Alors, quelles sont ces bactéries qui posent vraiment problème? Donc, l'OMS a réalisé une étude où ils ont montré que les bactéries qui posent le plus de problèmes, ce sont les Acinetobacter, Pseudomonas et Enterobactéries résistantes au carbapénème, plus les Enterobactéries résistantes aux céphalosporines de troisième génération. Et puis une liste un peu moins critique pour lesquelles il reste encore des antibiotiques, mais c'est comme une priorité importante, c'est le staphylocoque doré résistant à la méticilline et puis les entérocoques résistants aux glycopeptides. En France, ces derniers, entérocoques et entérobactéries productrices de carbapénémase, sont considérés comme des BHRE, des bactéries hautement résistantes et émergentes aux antibiotiques. Et pour ces bactéries-là, il est conseillé de mettre en place ce qu'on appelle un search and isolate, c'est-à-dire les identifier rapidement et isoler les patients porteurs. Alors la résistance au carbapénème, c'est vraiment le sujet le plus important probablement pour les quelques années à venir, parce que ça remet en cause l'utilisation d'antibiotiques de dernier recours que sont les carbapénèmes. Cette résistance, c'est quelque chose que l'on connaît depuis fort longtemps. Par exemple, dans les années 90, dès la commercialisation de la première carbapénème en France, l'imipénème, l'équipe de Laurent Gutmann avait montré que des bactéries sensibles au carbapénème, qui étaient certes déjà très résistantes et qui produisaient des enzymes comme des BLSE ou des céphalosporines, pouvaient devenir résistantes suite à une monothérapie à l'imipénème au carbapénème. Et cette résistance s'explique tout simplement par la perte d'une porine, c'est-à-dire par une bactérie qui devient imperméable. Alors, en termes de traitement, évidemment, ces bactéries-là posent beaucoup de problèmes parce qu'elles sont résistantes à plein d'antibiotiques. Par contre, elles sont peu épidémiogènes, c'est-à-dire elles disséminent très peu.
ces mutations chromosomiques qui conduisent à cette imperméabilité ont un coût important en termes de fitness. Par contre, avec les carbapénémases, évidemment, la situation est différente parce que les souches qui produisent ces carbapénémases sont hautement épidémiques et pour certaines, on les appelle même des clones à haut risque de dissémination. Et puis en plus, le gène est porté par des plasmides et donc on peut avoir également dissémination des plasmides. Donc voilà le problème auquel les cliniciens sont souvent confrontés. Voilà 6 antibiogrammes de bactéries qui sont bien résistantes, qui ont des diamètres diminués au carbapénème, l'imipénème, l'ertapénème, l'héropénème. Parmi ces 6, il y en a une qui est une bactérie qui ne produit pas de carbapénémase et qui a une mutation d'imperméabilité. Donc voilà, c'est celle en haut en rouge, qui est une CTXM15 plus une imperméabilité. Juste en regardant l'antibiogramme, il est impossible de savoir si c'est une bactérie carbapénémase ou pas. Ça, c'est une situation simple, c'est des souches multirésistantes, donc on a plutôt tendance à se dire, il y a peut-être une carbapénémase, mais parfois la situation est beaucoup plus compliquée. Ça, c'est une bactérie responsable d'une infection urinaire. Finalement, quand on regarde, elle est multisensible, résistante à l'amox, à la ticare, à la thémo, clavantin, augmentin et tout le reste sensible, si ce n'est que l'ertapénème est légèrement réduit. Et donc, quand l'ertapénème est réduit, on nous demande de faire des CMI. La CMI était de 0,38 à l'ertapénème, imipénème 0,25, donc une souche sensible au carbapénème. D'après les critères de Leucast, lorsque le méropénème ou l'imipénème est inférieur à 28 mm, c'est-à-dire une CMI supérieure à 0,125, il faut rechercher la présence d'une carbapénémase. Alors, comment rechercher la présence de cette carbapénémase? Donc là encore, il y a de nombreuses méthodes maintenant qui ont été décrites dans la littérature. Des tests phénotypiques qui, pour certains, comme le SIM test, marchent très bien. Cependant, ce sont des tests qui nécessitent au moins 24 heures. Et donc 24 heures, ça peut être très très long lorsqu'on est en face de bactéries qui disséminent très facilement dans nos hôpitaux. À côté de ça, il y a des tests qui sont basés sur l'hydrolyse des carbapénèmes qui ont été développés. Il y a des tests plutôt réservés pour les laboratoires de référence, comme la spectrométrie à l'UV. Il y a les tests colorimétriques qui utilisent un indicateur de pH, et lorsque la carbapénème est hydrolysée, il y a un proton qui est libéré. Ce proton va acidifier le milieu, et donc on va avoir un virage du rouge au jaune. Il y a un autre test qui utilise une molécule chromogène, c'est-à-dire lorsqu'elle est hydrolysée, c'est le bêta-carba, lorsqu'elle est hydrolysée, il va avoir un virage également. Il y a d'autres systèmes qui font appel à de la pH-métrie. Il y a le MALDI-TOF aussi, lorsque la carbapénème est hydrolysée, eh bien, le fait qu'il y ait un groupement carboxy qui se forme, il y a un shift du point moléculaire de la carbapénème, et là encore, on peut dire s'il y a une hydrolyse ou pas. Et puis le dernier, c'est le RSIM, mais je vais en parler un peu plus du RSIM, parce que c'est un test qui est très rapide et qui donne des résultats en moins de 3 heures, et surtout, il est très peu cher. Ensuite, il y a les tests immunochromatographiques, et je pense que ça, c'est vraiment les tests qui ont révolutionné un peu la recherche des carbapénémases dans nos souches, sur culture en tout cas. Ce sont des tests qui sont très rapides. Généralement, quand la souche est positive, c'est en 2 minutes qu'on a un test positif. Et après, évidemment, il y a les tests moléculaires, donc les tests moléculaires, les PCR, les qPCR, du microarray, voire même du NGS. Il y a maintenant des protocoles NGS, notamment avec les séquenceurs nanopores, qui peuvent donner un résultat en 1 heure, voire 6 heures pour le résistome acquis. Donc, on arrive à des temps assez rapides. Évidemment, le coût est beaucoup plus élevé. Donc, pour revenir à notre exemple de tout à l'heure, cette souche multisensible, donc on a effectivement fait un test rapide, on a fait une immunochromatographie sur cette souche, et on a eu une bande positive pour OXA48. Ensuite, on a fait le séquençage, parce qu'on voulait voir si c'était un variant particulier, et on a trouvé que c'était OXA48, présent sur le plasmide INKLM, le plasmide qui véhicule OXA48. Et puis quelques jours après l'identification de cette souche dans une urine, on a trouvé chez ce patient une Klebsielle qui avait également OXA48, et cette fois-ci en portage. Donc bien que la souche soit sensible, le patient portait dans son tube digestif une Klebsielle qui a dû récupérer le plasmide de ce colis. D'où l'importance de reconnaître ces enzymes dans tout type de circonstances. Donc ces chromatographies en flux sont très intéressantes. Donc il y a 2 sociétés qui commercialisent ces produits. Il y a le NG Test Carba5 qui détecte les 5 carbapénémases les plus prévalentes. Et puis il y a le Resist 4 de la société Coris qui détecte tout sauf IMP qui est certainement moins important en Europe. Donc il y a 2 tests qui sont particulièrement
bien commercialisé dans plus de 70 pays. C'est le NG-Test Carba5 et le NG-Test CTXM qui détectent toutes les CTXM. Oh, pardon. Donc, c'est un test très simple. On prend une colonie, on la resuspend dans un tampon, on dépose sur une tigette et puis en moins de 15 minutes, on a le résultat. C'est un test qui est très sensible et quand on regarde par rapport à l'épidémiologie française, on voit que la sensibilité est de 99,28% et de la spécificité presque de 100%. C'est rapide, c'est peu onéreux, donc le 10 €, c'est le prix catalogue. Après, ce sont des tests qui peuvent être négociés. C'est rapide, c'est simple, on n'a pas besoin d'avoir du personnel particulièrement entraîné, ni d'équipement particulier. Et puis, c'est un système qui peut se décliner pour plein d'autres tests, et vous verrez, ça a été décliné pour MCR, VANA, et puis actuellement, il y a les OXA de Vacineto, et une tigette C3G qui est en préparation. L'autre test qui me paraît très important, ça a été développé par des collègues roumains qui ont pris profit du SIM-test, c'est-à-dire ils ont préparé une suspension bactérienne dans lequel ils ont immergé 2 disques de méropenem et ils ont laissé incuber pendant 30 minutes. Au bout de 30 minutes, ils ont centrifugé le tout et ils ont récupéré le surnageant et ce surnageant, ils l'ont ajouté à des souches d'Escherichia coli qui étaient sensibles au carbapénème. Donc si la souche de départ produisait une carbapénémase, ça veut dire que dans le surnageant, il n'y a plus de carbapénémase et donc votre souche de coli va pouvoir pousser. Si dans votre préparation de départ, il n'y a pas de carbapénémase, c'est-à-dire le méropenem n'a pas été hydrolysé. Et par conséquent, dans votre surnageant, reste du méropenem, et ce méropenem, lorsqu'il est ajouté au coli, va provoquer une lyse de la souche de coli sensible. Et là, sur la droite, vous voyez bien que vous avez des bactéries pour lesquelles on a une croissance. Ça, c'est les souches qui produisent une carbapénémase, parce que le coli a pu pousser, et puis d'autres pour lesquelles on a une diminution de la quantité de colis qui correspond à la lyse des colis, et là ce sont des souches qui ne produisent pas de carbapénémase. Donc l'intérêt de ce test, c'est qu'il est tout aussi sensible et spécifique que les autres tests, voire même plus que d'autres tests d'hydrolyse comme le Carba-NP, avec un coût de 20 centimes d'euros le test. Donc c'est un coût très très intéressant. Alors qu'est-ce qu'on fait au laboratoire? Donc, avec cette diversité de tests, au laboratoire et notamment au Centre national de référence des souches productrices de carbapénémase, on reçoit les bactéries. Première chose qu'on fait, on vérifie évidemment la pureté. Une fois qu'on a fait la pureté, on fait systématiquement un antibiogramme et à partir de cet antibiogramme, on réalise, lorsque l'antibiogramme évidemment est compatible, un test immunochromatographique. C'est vraiment le test maintenant de première intention que l'on fait parce que ça permet de détecter 99% des carbapénémases. Quand c'est positif, on fait une PCR et on détermine le variant. Et puis, lorsque le test d'immunochromatographique est négatif, à ce moment-là, on fait un test d'hydrolyse. Ce test d'hydrolyse, c'est soit le test Carba-NP, qui est basé sur la pH-métrie, ou alors on fait un RSIM qui va nous donner le même type de résultat. Et après, on va tout simplement faire du séquençage génome complet ou alors de la PCR orientée lorsqu'on a une suspicion, par exemple, d'une certaine enzyme. Et donc ça, c'est un test que l'on réalise en routine maintenant au laboratoire. Et puis, par exemple, en 2018, on a fait 4100 chromatographies comme ça, et on avait 100% de spécificité et de sensibilité. Ce qu'on a également essayé de faire, et ça c'est un papier tout récent qu'on a développé en partenariat avec le CEA, c'est de voir si avec ces tests immunochromatographiques, on n'arrive pas à détecter la présence d'hydrolyse de, là en l'occurrence, c'est du céfotaxime. Et donc, on a développé une tigette qui va nous permettre de détecter l'hydrolyse des C3G. Donc, c'est un peu le principe du Carba-NP ou des tests d'hydrolyse, mais cette fois-ci sur bandelette. Et comme vous le voyez sur cet exemple, lorsque vous avez la bande de contrôle qui doit toujours être présente, c'est le garant de la bonne exécution du test. Ici, on a une bande de test et cette bande de test est positive. Ça veut dire que la bactérie qui a été utilisée hydrolyse les C3G. Et puis là, tout récemment, on a développé un test qui va non seulement permettre de détecter l'hydrolyse du céfotaxime, mais également la présence de l'enzyme. Et donc ça, c'est les tigettes de prochaine génération qui vont nous donner l'hydrolyse et la présence de l'enzyme. Donc ça, c'est quelque chose qui va bientôt paraître dans la littérature. Ensuite, évidemment, il n'y a pas que la résistance au carbapénème qui pose problème, il y a la résistance à la colistine.
Et là encore, dans la résistance à la colistine, il y a de nombreux tests qui ont été commercialisés. Il y a des TIGET, mais là, c'est un peu plus compliqué parce que ça ne détecte que MCR1 et MCR2. Il y a les tests moléculaires, comme toujours, le NGS. Et puis, il y a deux tests qui paraissent intéressants. Un test qui est basé sur le MALDI-TOF, qui permet de détecter les modifications de la membrane externe des bactéries, ou alors un test rapide qui s'appelle Rapid Polymyxine NP, qui permet de détecter les bactéries qui peuvent pousser dans une concentration de colymycine en 2 à 3 heures. Donc là encore, ce sont des tests assez rapides, surtout avec la colistine, qui est un antibiotique de dernier recours. Pareil pour les aminoglycosides, et ça c'est quelque chose qui est très très important parce qu'il y a des nouveaux aminosides qui vont bientôt être commercialisés. Il y a la pramycine qui est connue dans le monde vétérinaire, mais qui a très peu de résistance décrite. Et puis la plasomycine, qui est un nouvel antibiotique très très intéressant. Ces antibiotiques, cependant, ne sont pas efficaces sur des souches qui produisent des méthylases, et puis pour la pramycine, sur des souches qui produisent la AC3'4. Donc là encore, il y a des tests rapides qui ont été développés donc, par une équipe suisse de Patrice Norman, où ils ont développé un test qui permet en 2 à 3 heures d'identifier des souches qui sont capables de pousser dans des concentrations. Là, l'exemple, c'est la micacine et la gentamicine, mais on peut évidemment développer ça avec de la pramycine et de la plasomycine. Et puis, à côté de ça, évidemment, toujours pareil, il y a les outils moléculaires et le NGS qui également peuvent conduire à ça. Ensuite, il y a les VRE, donc les résistances aux glycopeptides. Donc là encore, il y a des tests de confirmation qui ont été développés, les moléculaires et le séquençage, qui étaient les tests de référence jusqu'à présent. Et là, il y a peu de temps, on a développé un test immunochromatographique qui, en moins de 15 minutes, permet de détecter la présence de VAN-A ou de VAN-B. Donc, ces deux travaux ont été publiés. Et ces tests marchent évidemment sur des colonies, sur des cultures, sur des bouillons d'enrichissement, mais également sur des hémocultures positives. Si ce n'est que pour les hémocultures, il y a une étape d'enrichissement qui est nécessaire sur une gélose au sang avec un disque de vancomycine, car pour l'expression du caractère VAN-B, il faut qu'il y ait une induction d'au moins 3 heures. Mais ça ne pose pas de problème, car pour nous, à Bicêtre, par exemple, on fait systématiquement, pour les hémocultures positives, un ensemencement d'une gélose de sang ou chocolat pendant 3 heures pour pouvoir faire une identification MALDI-TOF. Et donc, on utilise maintenant cette gélose pour faire une identification sur les colonies qui poussent et qui correspondent évidemment à des cocci en grammes plus en chaînette. Donc ça, c'est pour la culture, mais il y a de nombreuses techniques également qui ont été développées pour rechercher la présence de ces bactéries multirésistantes au niveau de la colonisation. Donc la colonisation fait appel à des écouvillons rectaux. Ces écouvillons rectaux, on peut les ensemencer sur des milieux sélectifs chromogéniques. Donc ça, c'est évidemment pour les laboratoires les plus riches, mais on peut utiliser d'autres milieux comme du Drygalski avec des disques d'antibiotiques qui pourraient marcher. On peut également faire un bouillon d'enrichissement. Et nous, on a vu à Bicêtre qu'en faisant un bouillon d'enrichissement, on arrive à récupérer 5% de souches qu'on n'avait pas identifiées en faisant un étalement direct. Là encore, les outils moléculaires sont très intéressants parce que ça permet de donner un résultat en 1 à 2 heures, alors que tout ce qui est culture, c'est 24 à 48 heures. Et une fois que vous avez des colonies qui poussent sur vos milieux chromogènes sélectifs, vous faites le test phénotypique, immunochromatographique, biochimique ou moléculaire de votre préférence pour avoir un résultat le plus rapidement possible. Alors maintenant, ça c'est les situations les plus simples, mais évidemment avec ces outils, on aimerait aller plus loin, on aimerait vraiment travailler sur les prélèvements directement. Donc en règle générale, que ce soit une urine, que ce soit une hémoculture ou un écouvillon rectal, il y a une étape de 24 heures de croissance. À partir de là, on peut déjà faire une identification par MALDI-TOF parce qu'on a des colonies. Ensuite, on attend encore 24 heures pour avoir l'antibiogramme. Et une fois qu'on a l'antibiogramme, on a tous les tests de confirmation possibles et inimaginables qui vont nous permettre de dire présence ou pas des BLSE, carbapénémase, VRE, et ainsi de suite. Est-ce qu'on peut faire plus vite? Oui, ces tests de confirmation, on peut les utiliser directement sur les cultures, donc à 24 heures. Donc ça permet d'avoir des résultats beaucoup plus rapides sur éventuellement la présence de ces souches. Mais ce qu'on aimerait savoir, est-ce qu'on peut aller encore plus vite et utiliser ces nouveaux tests de diagnostic directement sur les urines, directement sur des hémocultures positives et directement sur les écouvillons rectaux.
Alors pour les hémocultures, la réponse elle est oui. Et là, il y a de nombreux tests qui ont été, enfin de nombreux protocoles qui ont été publiés. Ça, c'est un protocole que nous avons développé à Bicêtre. C'est Laurent Dortet qui s'en était occupé. C'est un protocole qui marche très bien, mais qui nécessite beaucoup de temps parce qu'il y a beaucoup d'étapes de centrifugation, de lavage, de recentrifugation et ainsi de suite. Mais ça donne de très très bonnes, c'est presque 100% dans tous les cas, que ce soit pour la BLSE que pour les carbapénémases. À côté de ça, le CEA a développé un dispositif qu'ils appellent le Detect Tool, et ce dispositif va permettre de remplacer toutes ces étapes de centrifugation et vortex et lavage par un dispositif qu'ils appellent le Detect Tool. Alors, ce Detect Tool, c'est quelque chose qui est donc toujours en développement, mais ça a montré ses résultats, parce qu'il permet de directement travailler avec des prélèvements biologiques, donc du sang, des urines ou des écovions rectaux. Cependant, il faut un inoculum élevé. Donc, évidemment, pour les hémocultures, ça ne pose pas de problème. Pour les urines à 10 puissance 3, c'est limite, mais 10 puissance 5, 10 puissance 6, il n'y a aucun problème. Et puis, pour les écovions rectaux, on s'est rendu compte que ça marche dans 85-90% des cas lorsque l'inoculum est important. Donc, les avantages de cette technique, c'est qu'on peut faire la préparation de l'échantillon et la détection dans un même temps en moins de 30 minutes. Donc, la première partie, c'est une espèce de tour dans lequel il y a un filtre qui va permettre de filtrer l'échantillon, de liser les bactéries présentes dans l'échantillon et ensuite de déposer directement l'échantillon sur les tigettes. Et puis ensuite, les tigettes vont permettre de détecter les bêta-lactamases. Donc ça, c'est quelque chose qui va arriver dans un avenir très proche. Et puis, moi je dis toujours, pour ceux qui sont très riches, on a des approches maintenant syndromiques qui vont permettre directement à partir des prélèvements, en moins de 2 heures, de vous donner une identification. Alors là, c'est syndromique, c'est-à-dire vous allez détecter des parasites, des virus, des bactéries, avec des gènes de résistance d'intérêt. Et généralement, les gènes de résistance qu'on détecte, c'est MECA, carbapénémase et puis BLSE. Mais ce qu'il faut toujours garder à l'esprit, peu importe la technique que vous allez utiliser, c'est qu'on détecte que ce qu'on recherche. Et de temps en temps, on a des surprises. Par exemple, ça c'est un exemple qui vous concerne un petit peu parce que en 2012, il y a une enzyme qui s'appelle TMB1 pour tripolymétallobêta-lactamase qui a été décrite dans la Chromobacter xylocidans. En 2014, c'est un acinéto TMB1 qui a été décrit au Japon. Et puis en 2018-2019, on a décrit 2 entérobactéries qui produisaient TMB1. Et la particularité de ces 2 entérobactéries, c'est qu'elles provenaient d'un patient qui était rapatrié sanitaire de Tunis. Et l'enquête épidémiologique a révélé que le patient qui est hospitalisé à Tunis partageait sa chambre avec un patient qui venait de Libye. Et donc voilà, en quelques années, le gène est passé chez Acineto, chez les entérobactéries, et a fini en France. Et donc on recherche que ce qu'on connaît. Donc en conclusion, l'antibiorésistance, c'est un problème de santé publique majeur. Il y a de nombreux exemples de diffusion d'épidémies avec des impacts cliniques importants parce qu'on arrive à des situations d'impasse thérapeutique, que la transmission par rapport à des zones endémiques est très importante. Donc, il faut surveiller les patients rapatriés. Il y a le transfert à des clones à haut risque, donc des clones qui sont particulièrement bien inféodés, qui sont très importants et qui est très inquiétant. Et finalement, la question, est-ce que le scénario de 2050, on a les outils pour le stopper? On ne sait toujours pas. On a des outils. Encore faut-il que ces outils soient bien utilisés. Ces outils sont maintenant abordables, que ce soit en termes de coûts, mais également en termes de disponibilité. Et la plupart des personnes devraient maintenant être à même de réaliser ces tests, et ce sont des tests très importants. Aucun de ces tests n'est parfait. Il faut connaître les limites de chaque test, et à tout moment, il faut avoir un regard critique sur les résultats, mais ça c'est valable pour tous les tests de diagnostic. Et l'identification de nouveaux variants va nécessiter des adaptations rapides de ces outils, comme par exemple le TMB1. Donc TMB1 au CNR, on l'a inclus dans nos trousses de PCR maintenant, parce que c'est quelque chose qui risque d'émerger et nous exploser en pleine figure à un moment donné. Évidemment, il faut tenir compte de l'épidémiologie locale et du risque
pour chaque patient. Donc, chaque pays ou chaque hôpital doit identifier ses patients à risque pour utiliser le bon test à bon escient. Mais la question qu'il faut se poser avant de faire tout ça, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec les résultats du criblage? Parce que screener ou détecter pour détecter a peu d'intérêt. Il faut que derrière, il y ait quelque chose en termes d'hygiène qui puisse être mis en place, c'est-à-dire renforcer les mesures d'hygiène, isoler les porteurs et mieux encore avoir du personnel dédié, voire même du cohorting. Évidemment, ça c'est une vision un peu riche parce que ça nécessite une infrastructure un peu particulière, mais c'est vraiment, plus on fait, meilleure sera la probabilité que ces bactéries ne diffusent pas. Ensuite, évidemment, détecter le mécanisme de résistance va permettre également d'utiliser les bonnes molécules pour la bonne bactérie. Et on voit ça très bien avec KPC, les souches productrices de KPC qui restent sensibles à la Vibactam, alors que les souches qui produisent une métallo-bêta-lactamase ne le sont pas. Donc vraiment, on va vers une antibiothérapie ciblée, mécanisme de résistance spécifique. Et puis finalement, ces outils de diagnostic rapide permettent d'avoir un coût en termes d'argent et puis de prévenir des pertes de chance, notamment pour les patients qui sont des patients qui ne sont pas porteurs finalement, car ces derniers sont considérés pendant la recherche du portage comme des possiblement positifs et donc ils ont peut-être pendant ce temps-là une perte de chance. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, docteur Thierry Naz. Donc, normalement, vous devriez pouvoir être connecté pour éventuellement une petite séance de questions-réponses. C'était une présentation extrêmement riche, détaillée, une vraie revue de tout ce qui est disponible en termes d'outils permettant à la fois d'élargir et d'améliorer le diagnostic précis des résistances bactériennes, mais également d'obtenir des résultats beaucoup plus rapides. Alors je ne sais pas si... est-ce que le docteur Nas est connecté? Est-ce qu'on a une connexion? Oui, je suis là. Je ne sais pas si vous m'entendez. Alors, on vous entend très très bien. On a surtout très très bien entendu votre communication. Je ne sais pas si vous aviez entendu ma petite introduction à l'instant. Donc vous venez de prendre le son. Voilà. Bon. Donc ah ben alors c'est parfait. Donc juste on s'était peut-être pas présenté. Donc moi je suis le docteur Castan, je suis secrétaire général de l'ASPILF et j'ai l'honneur et le plaisir de modérer cette session avec le professeur Adnan Hamami qui est microbiologiste, c'est ça, à Sfax. Voilà. On a une toute première question qui correspond bien au cadre dans lequel se tient ce congrès. Merci d'abord mais pour un pays à ressources limitées, qu'est-ce que vous recommandez en termes d'algorithmes de recherche et de détection, et avec quel outil au final? Ça dépend vraiment des moyens. Il y a des tests maintenant qui sont des tests maison. Il y a le Rapidec qui est le test commercialisé. Il y a la version maison comme le Carba NP. C'est un test d'hydrolyse qui marche très bien. Et puis il y a le RSIM qui est un test qui marche encore mieux et qui 20 centimes d'euros le test. Il prend 3 heures, mais 3 heures finalement c'est compatible avec une journée dans un laboratoire de microbiologie. Donc il y a des tests qui sont peu onéreux, donc on peut faire quelque chose, on peut dépister à partir des colonies, mais la vraie question c'est qu'est-ce qu'on fait derrière? Parce que identifier un patient porteur, c'est bien, mais après il faut avoir les moyens de faire quelque chose en termes de renforcer les mesures d'hygiène, éventuellement de faire du cohorting, du personnel dédié. Donc ça, après, c'est chaque hôpital qui doit voir les moyens dont il dispose pour faire quelque chose. Mais je pense que le dépistage, c'est quelque chose qui est en train de devenir de plus en plus facile, avec des tests peu onéreux. Après, évidemment, il y a les tests immunochromatographie qui sont dans une gamme de prix, moi je dirais moyen, parce qu'on peut les avoir pour 6 euros. En tout cas en Europe, dans pas mal d'hôpitaux, c'est 6 à 8 euros le test, donc c'est quelque chose qui devient abordable. Ouais. J'avais une question complémentaire. Je vois pour l'instant dans la salle, j'ai pas de question. Il y a une question dans la salle? Ah oui. Monsieur Rémi Gauzy, est-ce que tu as un micro? Ou sinon, j'allais anticiper un petit peu une question. C'est
À l'ère aujourd'hui de l'arrivée effectivement de pas mal de nouveaux antibiotiques dans le contexte de la multirésistance du gram négatif et des carbapénémases en particulier, ou de la résistance au carbapénème pour être plus large, on a besoin souvent dans ce contexte d'avoir une réponse rapide de la sensibilité aux alternatives potentielles qui vont des nouveaux antibiotiques avec inhibiteurs de bêta-lactamase au céphidérocol, etc. Et on a envie de l'avoir en one shot. Comment les choses évoluent dans la pratique de terrain, notamment sur des hôpitaux peut-être non CHU parfois, sur des possibilités de micro-dilution en une seule fois pour tester plusieurs antibiotiques et pas les uns après les autres? Alors effectivement, c'est quelque chose qui est en développement. Donc il y a par exemple pour les aminosides, il y a le aminoside rapide test NP, pour la colistine, il y a le même test. Et pour effectivement le céphidérocol, il y a le même test qui est en cours de développement. Donc c'est des tests unitaires en microdilution. D'accord, c'est unitaire, d'accord. Oui, Thierry, salut, c'est Rémi Gozit. J'avais la question sur le céphidérocol, voir ce qu'il y avait en développement. Du coup, je rebondis sur le céphidérocol. Quand on regarde aujourd'hui alors ça n'a pas vraiment de rapport, mais quand même, le dernier rapport là, du CNR, quand vous mettez qu'il y a un peu plus de 30% des NDM qui sont résistants au céphidérocol, ok, c'est sur les souches triées que vous recevez au CNR. D'après toi, dans la population globale de l'ensemble des souches, c'est quoi le pourcentage de souches qui sont déjà résistantes au céphidérocol? Alors, on a fait une étude sur plus de 450 souches dernièrement, et on était, pour les entérobactéries, à peu près à 70% de sensibilité. J'ai une question, donc c'est le co-modérateur, donc professeur Hamami de Sfax. Merci pour la présentation, c'est pour avoir cette panoplie de tests qui sont aujourd'hui disponibles pour qu'on puisse les utiliser, mais toutefois c'est la première question, c'est très différent d'un pays à un autre, très différent d'un laboratoire à un autre. Ça dépend des moyens, ça dépend du niveau aussi de connaissances. Il y a une question qui vient de l'un des participants concernant les souches à l'ère de la Covid. Est-ce que vous avez l'impression, donc ce n'est pas dans les moyens de diagnostic, mais plutôt dans l'épidémiologie et dans les résistances aux antibiotiques, est-ce que vous avez l'impression que à l'ère de la Covid, la résistance aux antibiotiques, est-ce qu'elle a progressé, est-ce qu'elle est stable, est-ce qu'elle a diminué? Qu'en pensez-vous? Alors c'est j'ai un retour de micro. Alors, nous, ce qu'on a remarqué au CNR, c'est qu'on avait nettement moins de souches pendant le Covid. On nous adressait moins de souches. Oui, vous nous entendez, oui, parfait. Oui. Non, je disais qu'on avait reçu moins de souches au CNR pendant cette période, qu'il y avait moins de souches carbapénémases, parce qu'en fait, toutes les souches qui provenaient de l'étranger, tous les rapatriements sanitaires n'ont pas eu lieu parce qu'il n'y a pas eu de vacances à l'étranger, il n'y a pas eu de voyage ou très peu de voyages. Donc on a eu moins de souches carbapénémases. Par contre, on a eu l'impression d'avoir une petite augmentation des souches qui sont liées à de la résistance non enzymatique, comme de la perte de porine, de l'efflux hyperproduit, et ainsi de suite. Donc on va voir en 2021 comment ça va se continuer en fait, est-ce qu'on va avoir dans la même tendance, mais il semblerait que avec les voyages qui ont repris, on ait de nouveau une augmentation plus importante des souches productrices de carbapénémase. Mais en termes de niveau de résistance, on n'a pas vraiment vu de différence pour l'instant. Ben c'est à peu près ce que nous avons observé aussi. En comparant 2019 par rapport au premier semestre 2021, il n'y a pratiquement pas de changement sur le plan de l'épidémiologie de la résistance, si ce n'est peut-être même une petite baisse pour certains antibiotiques. Une question qui est plutôt, je reviens à la partie, au thème de la présentation au niveau des outils de diagnostic. Maintenant, on a de plus en plus de nouvelles molécules, de nouveaux antibiotiques qui sont basés sur des combinaisons avec des inhibiteurs. On parle il y a plusieurs. Là, la difficulté, c'est au niveau de l'exploration des résistances vis-à-vis de ces antibiotiques, comment on peut les aborder au niveau
au niveau des laboratoires, lorsqu'on parle de carbapénin plus inhibiteur, lorsqu'on parle de C3G plus inhibiteur CEFTA, Avibactam, etc., etc. Donc ou bien même les nouvelles molécules d'antibiotiques qui sont sur le marché, ou bien qui vont faire leur apparition rapidement au niveau des hôpitaux. Quels sont les moyens? Est-ce que ce sera les mêmes moyens? Est-ce que là, ce sera d'autres moyens à utiliser? Alors, je pense que ce sera une combinaison de deux moyens, c'est-à-dire des tests rapides comme par exemple l'immunochromatographie. Parce qu'avec l'immunochromatographie, vous pouvez déjà répondre quel type d'enzyme est présente dans votre souche. Et en fonction de ça, vous pourrez déjà prédire avec une bonne efficacité quel antibiotique est susceptible d'être actif. Par exemple, ceftazidime avibactam ne marchera jamais sur une souche qui produit une métallobêta-lactamase. Donc si vous êtes NDM+, c'est même pas la peine de penser à utiliser cette combinaison, à moins d'ajouter évidemment l'astréonam. Donc ça, c'est une première approche, avoir une réponse rapide pour éventuellement orienter très rapidement l'antibiothérapie. Et puis, je pense, ce qui va se développer dans les années à venir, c'est des tests antibiotiques rapides, un peu comme ce que l'équipe de Patrice Norman a fait pour la colistine, un test en 2 heures, ou pour les aminosides, un test en 3 heures. Et vous avez sensible aux résistants à la plasomycine, par exemple. Et je pense qu'il y aura d'autres tests qui vont être développés pour le céphidérocol, pour toutes les nouvelles molécules qui vont être commercialisées dans un avenir très très proche. On a une question complémentaire sur votre avis concernant l'évaluation in vitro de l'efficacité de l'association d'antibiotiques. Et en partie, je ne sais pas si ça fait allusion, par exemple, à ceftazidime, avibactam plus astréonam, ou ce type de combinaison-là, qui en clinique parfois nous aide un petit peu. Et quel algorithme d'évaluation pour vous au laboratoire, avec un corollaire, mais on reposera la question aux cliniciens tout à l'heure, carbapénémase et au niveau de résistance, mono ou bithérapie conseillée? Oui, alors actuellement, il n'y a pas de test disponible et Pfizer pour l'instant freine des 4 pieds pour que cette combinaison puisse être testée sur nos souches. Mais il y a un test très simple à faire en utilisant tout simplement 2 disques. Un disque de Casavi et puis un disque d'astréonam l'un sur l'autre, et puis un disque de Casavi tout seul ou d'astréonam tout seul, et ça permet de voir si la souche répond plus ou moins bien à cet antibiotique. Donc il y a moyen de s'en sortir, mais évidemment c'est rien de validé à grande échelle. Donc de toute manière, c'est pour des situations bien ponctuelles qu'on peut faire ce genre de test. Juste une petite question aussi. Que pensez-vous des études des associations d'antibiotiques in vitro? L'association d'antibiotiques, technique très très ancienne et classique depuis Bien sûr. On ne la voit plus dans les laboratoires. On continue à l'utiliser, nous, dans certaines situations. Qu'en pensez-vous de faire soit des associations d'antibiotiques ou des associations type échiquier, hein? Oui, on y revient. J'ai des collègues qui ont déposé un projet à l'européenne qui a été retenu, H2020, et dont le sujet, c'est justement de ressortir des vieilles molécules qui ont été délaissées et de les tester en combinaison avec d'autres molécules, voire même des molécules qui n'ont jamais vu un développement industriel, et de reprendre ces molécules, les associer et de voir s'il n'y a pas moyen de trouver des synergies. Donc c'est quelque chose qui, oui, effectivement, c'est en train d'être réévalué, et je pense que c'est bien parce que on voit bien que toutes les nouvelles thérapies qui sont actuellement en train d'être commercialisées, c'est des associations, un inhibiteur plus une bêta-lactamine. Donc pourquoi pas utiliser d'autres familles d'antibiotiques en association? Absolument, oui. Merci. Je vous en prie. Merci beaucoup. On voit bien un petit peu la complexité et le volume de la trousse à outils qui augmente pour notre plus grand plaisir. Dans le post-analytique, ce qui est important, c'est d'aller très très vite pour donner des résultats, mais surtout que le clinicien puisse les utiliser dans la même vitesse et donc avoir une organisation interne dans les établissements qui correspondent à ça. Donc ça, c'est effectivement un point important.
Donc, en résumé, pour faire simple, ne pas se limiter à un résultat d'antibiogramme sensible ou résistant, aller plus loin dans la recherche, effectivement, physiopathologique du processus de résistance, hein, c'est bien ce que vous nous indiquez, aller plus loin, Oui, oui. qu'il y a un vrai intérêt clinique. Tout à fait. Et puis, il faut savoir que presque 20 à 30% des souches productrices de carbapénéma sont sensibles au carbapénème. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ces souches ne vont pas diffuser. Et nous, on a eu cette personne qui a fait cette infection urinaire avec un colis presque multisensible, avec juste l'ertapénème légèrement réduit. Mais 2 jours après, dans son tube digestif, on a trouvé une Klebsielle qui produisait une BLSE et qui était résistante quasiment à tous les antibiotiques. Donc, ce n'est pas parce qu'on isole une souche qui est plutôt sensible, on s'en fiche. Je pense qu'il faut, ces patients-là, également les mettre en isolement pour prévenir justement éventuellement le transfert de ce plasmide. Et avec Oxa 48, ce plasmide se transfère à une fréquence incroyable, c'est 10-2. Donc en quelques heures, le tube digestif est envahi de ce plasmide Oxa 48. Merci beaucoup, c'était très très intéressant, enrichissant. On a dépassé un petit peu le temps, mais ça valait franchement la peine. Donc, et on va enchaîner sur la prise en charge clinique par les nouveaux antibiotiques. Donc merci beaucoup pour votre intervention, Dr. Hans. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bonne continuation. Au revoir.